Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 2 sur la vitamine K. La semaine dernière, on avait parlé, donc je t'avais parlé des différents rôles de la vitamine K, également des différentes formes de vitamine K pour que tu puisses mieux comprendre les différents rôles que je t'avais cités. Et maintenant, comme promis, je t'avais dit qu'on allait parler des aliments qui permettent d'avoir de bons taux de vitamine K et justement des différentes astuces pour avoir de bons taux de vitamine K et pour éviter d'être en, en déficience de vitamine K. Donc on démarre tout de suite. Alors déjà pour avoir la base, qu'est-ce que c'est que les besoins en vitamine K? Alors il y a quelques reconsidérations des besoins en vitamine K récemment. Donc là, je donne des valeurs, mais qui sont, on va dire un minimum anciennes, mais qui sont toujours valables. C'est juste que là, on est en train de réévaluer ces valeurs-là, quitte à les rehausser un petit peu. Donc, de manière théorique, pour des adultes, pour les femmes par exemple, les apports en vitamine K doivent être de 90 microgrammes par jour contre 120 microgrammes par jour pour les hommes. Donc c'est très peu, hein. C'est une vitamine où il faut très peu en quantité par jour, mais tu vas voir que c'est pas si simple que ça non plus d'avoir ces taux de vitamine K au niveau de l'alimentation. Donc au niveau de l'alimentation, en règle générale, on considère que plus de la moitié de notre apport en vitamine K dans la journée vient de la vitamine K1. D'ailleurs, c'est vraiment le minimum, hein, parce que généralement, on considère même que c'est plus de 60%. On considère déjà que c'est plus de 50% où c'est la vitamine K1. Et justement, la vitamine K1, donc c'est plus de 50% de vitamine K1. Il y a au moins 60% de cette vitamine K1 qui provient des légumes. Donc justement, ça va être le premier point que je vais aborder. Pour avoir de très bons apports en vitamine K, ce qu'il faut absolument consommer régulièrement, ça c'est très important, ce sont des légumes verts à feuilles. Donc par exemple, c'est les épinards, également aussi les brocolis. Donc tous les légumes de ce type, donc verts à feuilles, qui permettent justement un bon apport en vitamine K, donc aussi tous les choux, etc. Ça, c'est super important parce que c'est clairement les aliments, donc végétales pour le coup, qui sont les plus riches sans hésitation en vitamine K, donc en vitamine K1 pour ce cas-ci. Donc ça déjà c'est la première chose. Donc après si t'en manges pas tous les jours c'est pas grave, hein, je te demande pas de manger des épinards tous les jours, mais en manger 2-3 fois par semaine au moins ça serait déjà une très très bonne chose. Donc ça c'est le premier point très important. Après la vitamine K on la retrouve aussi dans d'autres aliments végétaux, hein, dans d'autres légumes, etc. Mais ça reste des concentrations très très faibles par rapport aux légumes verts à feuilles. Donc ça c'est pour la vitamine K1. Il n'y a pas que la vitamine K1 où on peut trouver il n'y a pas que plutôt les légumes où on peut trouver de la vitamine K1 ou de la vitamine K en règle générale. Donc pour la vitamine K2, j'avais dit dans le premier épisode, donc la semaine dernière, que ça venait des bactéries qu'on en produisait d'ailleurs dans le corps, mais je vais en parler de ça après. Mais du coup là, il y a différentes évidemment aliments qui permettent l'apport en vitamine K2. Donc déjà, il y a un aliment qui est riche, très riche en vitamine K, c'est le foie. Donc le foie de bœuf, le foie de porc, etc. Ça, c'est très riche en vitamine K. Alors c'est principalement parce que au niveau des animaux, c'est au niveau du foie. Enfin, c'est comme nous, hein, c'est au niveau du foie où on a le plus gros stock de vitamine K. Il faut environ compter que 90% de notre vitamine K dans le corps se trouve au niveau du foie. Donc c'est pour ça que c'est très très riche le foie en vitamine K. Donc il y a le foie, après vu que c'est un aliment très spécial, il y a aussi des aliments fermentés qui sont aussi spéciaux mais parfois les gens apprécient plus. Donc il y a déjà les fromages fermentés. Donc ça contient de la vitamine K2, donc notamment des MK8, des MK9, etc. Et il y a aussi le natto, donc c'est japonais ça, le natto qui contient aussi de la vitamine K2, donc de la MK7 plus précisément. Donc la vitamine K2 se trouve aussi dans l'alimentation, c'est juste que selon nos préférences alimentaires, selon un petit peu notre culture, on va peut-être pas manger des aliments fermentés ou du foie, et du coup l'apport en vitamine K2 est très 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 faible par rapport à l'apport en vitamine K1, ce qui est d'autant plus important, ce qui montre d'autant plus l'importance de manger des légumes pour avoir son apport et pour avoir du coup ses apports en règle générale en vitamine K. Donc la vitamine K3, j'en avais parlé dans l'épisode dernier, il n'est pas présent dans l'alimentation. Encore une fois, c'est
une molécule intermédiaire, hein, donc c'est pas une molécule qu'on retrouve dans les aliments. Donc voilà. Sinon sinon des apports en vitamine K, je trouve ce qui est quand même important à comprendre, c'est que dans nos apports quotidiens en vitamine K, il y a environ 60 à 70% de nos apports qui sont excrétés directement. C'est-à-dire au final qu'il y a environ que 30% à peu près d'absorbés pour pouvoir être utilisés. Donc après, encore une fois, c'est pas parce que les apports recommandés sont 90 microgrammes par jour pour les femmes par exemple, qu'on a besoin d'absorber en fait 90 microgrammes. Justement, il y a une différence entre les besoins nutritionnels, donc 90 microgrammes par jour, et les besoins nets qui sont, pour la vitamine K, on pourrait les estimer à 20-30 microgrammes par jour. Après, ça dépend de la personne, hein, ça dépend si c'est homme ou femme. Mais voilà, il y a une différence à ça. J'ai fait d'ailleurs un épisode il y a quelques semaines, même pas, hein, c'est assez récent, sur le sujet. Donc c'était au mois de décembre que je l'ai fait. Donc tu peux aller l'écouter, hein, il dure vraiment 5 minutes, mais c'est une notion importante à comprendre quand on s'intéresse aux micronutriments. Et puis voilà, sinon je pense avoir fait le tour pour ce qui est des sources. Je vais parler un petit peu rapidement de aussi dans quel contexte manger enfin dans quel contexte il faut manger pour optimiser l'apport en vitamine K. Donc déjà il y a un point qui est très important, mais ça concerne toutes les vitamines liposolubles, c'est quand on mange par exemple des légumes verts à feuilles, ce qui est très important, c'est d'essayer de manger une source de lipides, au moins une source de lipides dans notre repas, de façon à ce qu'on ait suffisamment de lipides apportés dans le repas pour que ça aide l'absorption de la vitamine K. Parce que la vitamine K, elle est absorbée grâce aux lipides, c'est-à-dire qu'elle est incorporée dans les kilomicrons qu'on appelle, qui sont des lipoprotéines et qui nécessitent un apport en lipides pour pouvoir être produite et donc pour pouvoir absorber et transporter la vitamine K. Donc, il est important d'avoir au moins une source de lipides dans notre repas, c'est-à-dire que si tu manges par exemple des légumes verts à feuilles, il est pourquoi pas intéressant soit déjà de mettre soit d'ajouter de la matière grasse, hein, dans la cuisine. Bon, évidemment souvent on en ajoute parce que sinon c'est beaucoup moins bon. Ou alors sinon, je sais pas, d'ajouter par exemple des œufs. De manger une omelette à côté, tu vois, ça ajoute des lipides. Voilà, il faut vraiment que tu fasses ça parce que sinon ça va vraiment ralentir énormément l'absorption, ça va la diminuer. Donc ça c'est très important. Euh, et puis sinon, au niveau globalement de l'apport, je sais qu'il y a pour certains nutriments, enfin, je te l'ai déjà expliqué dans certains épisodes, mais pour certains nutriments, il faut pas manger trop de ce nutriment dans un même repas parce que l'absorption après elle est bloquée au-dessus d'un certain seuil. Au niveau de la vitamine K, bon, c'est par exemple la vitamine K1, effectivement, c'est un transport d'absorption qui est saturable, c'est-à-dire au-dessus d'une certaine quantité, bam, il marche plus en quelque sorte. Mais en règle générale, c'est rare qu'on arrive à des taux vraiment élevés et qu'on sature le mécanisme d'absorption. Donc ça, il n'y a pas vraiment de règles à avoir là-dessus. Donc voilà. Et sinon, pour finir, je voulais aussi rebondir sur ce que j'avais dit, donc le fait qu'on produise de la vitamine K2 dans notre corps. Alors en fait, généralement les personnes disent oui, si tu as un bon microbiote, etc., si tu es en bonne santé, tu vas produire énormément de vitamine K2 et du coup, tu as beaucoup moins de chances d'être en déficience. Alors malheureusement, c'est pas exactement ça. Il y a beaucoup de bactéries qui produisent de la vitamine K2, hein, de différentes formes, différentes longueurs. Il y a par exemple les entérobactéries qui produisent de la MK8. Il y a par exemple de la Veillonella, je crois que ça s'appelle, qui produit aussi de la MK7. Il y a les Bacteroides qui produisent des MK10, 11 et 12. Enfin bref, il y a plein de bactéries en fait qui produisent de la vitamine K, donc les MK blablabla, avec un numéro. Le problème, c'est que certes, c'est pas parce que c'est, enfin, certes, il y a une production, mais c'est pas parce qu'il y a une production que c'est absorbé. Parce que quand nos bactéries produisent la vitamine K, elle n'est pas directement absorbée. Parce qu'encore une fois, on est dans le côlon, on est au niveau du gros intestin, et le gros intestin, c'est l'environnement extérieur de manière physiologique, et c'est pas encore absorbé dans les cellules. Donc, oui, il y a une production de vitamine K. Le problème, c'est que la vitamine K2, contrairement à la vitamine K1, donc c'est un de ses problèmes, on va dire, c'est qu'elle est... Enfin, c'est à la fois un problème et pas un problème, je vais expliquer après pourquoi. Elle est extrêmement hydrophobique, c'est-à-dire qu'elle aime pas du tout l'eau. Et le problème, en fait, c'est que tellement elle est hydrophobique, en fait, il y a seulement une absorption de vitamine K2 produite par les bactéries quand il y a les sels biliaires qui sont présents au niveau du gros intestin, notamment.
ou alors sinon dans l'iléum, donc dans la fin du petit intestin. Et au final, avec toute la production de vitamine K2 qu'il y a de fait dans nos intestins, eh bien il y a vraiment une petite proportion qui est réellement absorbée. Donc ça fait que, enfin des fois, je sais qu'il y a des études qui ont déjà étudié le sujet. Il y a des études qui estiment que seulement 2% de nos besoins journaliers en vitamine K sont couverts par la production bactérienne au niveau de notre flore, ce qui est en fait extrêmement peu. Donc voilà. Donc en fait, en règle générale, je voulais juste expliquer ça pour te faire comprendre qu'il faut pas compter sur ta production endocrine, sur ta production dans ton corps pour pouvoir atteindre tes apports en vitamine K et qu'il faut vraiment faire un effort sur l'alimentation et notamment sur les légumes verts à feuilles, encore une fois. Donc voilà. Et puis sinon, pour la vitamine K2, quand je disais que hydrophobique, c'est à la fois très bien et très mal. Donc très mal, c'est surtout pour le côté de l'absorption de la vitamine K2 produite. Mais là où c'est très bien, c'est que la vitamine K2, vu qu'elle est très hydrophobique, elle est beaucoup moins bien excrétée par le corps. Et ça permet d'avoir une meilleure rétention de la vitamine K2 dans le corps. Et donc dans le cas par exemple où tu es en... Et c'est pour ça d'ailleurs que je t'ai dit manger tout ce qui est légumes verts, d'en manger 2-3 fois par semaine, c'est déjà good parce que t'as pas besoin d'en manger tous les jours parce qu'en fait la vitamine K2, vu qu'elle est extrêmement hydrophobe, la vitamine K2, et surtout que la vitamine K2 en fait c'est elle qui est surtout présente au niveau du foie, là où il y a le plus de vitamine K, donc il y a environ 90% de vitamine K2 pour 10% de vitamine K1 au niveau du foie. Bah en fait vu qu'elle est très hydrophobe, elle va pas être excrétée facilement, ce qui fait que elle va être plus longtemps au niveau du foie, et donc même si tu manges pas suffisamment de vitamine K pendant 2-3 jours, eh bien ça va puiser dans tes stocks de vitamine K2 au niveau du foie, sauf que vu qu'elle n'est pas excrétée, vu qu'elle part pas dans les urines ni quoi, contrairement à la vitamine K1 qui est beaucoup plus volatile, on va dire, eh bien tu risques, enfin t'as un risque de déficience beaucoup moins grand. Donc ça c'est vraiment l'avantage de la vitamine K2. Donc voilà. Je pense en avoir fini pour cet épisode. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas si tu as des questions, hein, comme d'habitude. Et puis j'espère t'avoir porté on va dire les règles un petit peu principales concernant l'apport en vitamine K et les différents points à faire attention. Et du coup, on se retrouve pour l'épisode numéro 3 semaine prochaine, qui sera, je pense, un petit peu plus court que les deux là, que les deux premiers, mais qui reste intéressant parce qu'on va parler de tout ce qui est supplémentation de la vitamine K, et également de différents médicaments qui peuvent amener à une déficience en vitamine K et qu'il ne faut pas négliger. Donc on se dit à la semaine prochaine ou alors à dimanche. Allez, ciao.